Bonjour à tous. Donc, Bénola Abgal, moi je suis chargée de mission sur le répit à Palipède. Donc, avant de vous parler des solutions qu'on met en place, je vais vous présenter un tout petit peu Palipède parce que je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui. Donc, Palipède, c'est l'équipe ressources de soins palliatifs pédiatriques d'Île-de-France. Vraiment, notre domaine d'intervention, c'est uniquement sur la pédiatrie, donc de 0 à 18 ans, pour les enfants, quelle que soit leur pathologie, toutes les pathologies possibles, qui sont en soins palliatifs. On entend bien le soin palliatif, pas au sens de la phase terminale. Donc, c'est des pathologies qui peuvent durer, des accompagnements qui peuvent durer pendant des mois, des années. Voilà, donc on s'occupe de tous les enfants et des adolescents qui sont donc atteints d'une pathologie grave, menaçant ou limitant la vie. Alors, on intervient également auprès de leur entourage, donc que ce soit leurs parents, leur fratrie, et aussi bien dans les écoles, auprès de leurs camarades de classe. On peut faire des interventions dans les classes, ça nous arrive assez régulièrement. Et puis auprès de tous les professionnels concernés, donc que ce soit dans les établissements sanitaires, les médico-sociaux, un peu partout. Alors nos missions, elles sont dans 2 grands axes. La première, c'est d'accompagner et d'aider les équipes de pédiatrie, d'accompagner les enfants en soins palliatifs. Les enfants en soins palliatifs, en fait, ils restent dans leur service de référence. Ils ne changent pas, il n'y a pas d'USP pédiatrique pour l'instant, même s'il y a des gros projets qui sont en cours, qui ont été annoncés il y a très peu de temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ces équipes et pour les aider? Alors ça, c'est quelques exemples. Donc on peut les aider à identifier les situations palliatives, on fait des études de cas, on fait de l'expertise clinique auprès de l'enfant et sa famille également. Donc, on rencontre beaucoup les professionnels et parfois on ne rencontre pas l'enfant. Et puis parfois, on va rencontrer l'enfant et ses parents. On fait du soutien d'équipe avec du retour et des partages d'expériences. Comme le décès fait partie de la phase palliative, on fait également des réunions post-décès. On retourne dans les équipes qui ont accompagné des enfants juste pour faire des réunions post-décès avec eux. On fait beaucoup de journées de formation, alors de plusieurs types. Donc, on fait des journées qui sont régionales, donc ça qui sont ouvertes à tout le monde sur des thèmes spécifiques. Donc, ça, c'est 1 fois par an. Donc, par exemple, on a fait 1 fois sur la fratrie et sur les camarades de classe, sur les pairs. Et puis, parfois, on a des thèmes très spécifiques. On a fait sur, peut-être que la prochaine fois sera sur peut-être la périnatalité, par exemple. Et puis, notre deuxième axe, c'est de collaborer avec les équipes de soins palliatifs adultes et de les accompagner pour la prise en charge d'enfants et de jeunes adultes. Donc, ça peut être pour l'évaluation de symptômes, par exemple la prise en charge d'une douleur réfractaire. Nos médecins, nos infirmières peuvent aider à l'évaluation des symptômes et la prise en charge. Du compagnonnage pour des VAD communes. Donc, il nous arrive d'aller on a fait avec un DAC ou 2 en VAD aussi, avec des équipes d'HAD. Alors, vous avez surtout, il y a beaucoup d'HAD qui ont des pôles spécifiques pédiatriques. Mais voilà, on fait des VAD en commun. Et puis, on est en lien avec tous les CHU. On fait des sensibilisations aux soins palliatifs. Donc ça, on étudie avec les services qui nous sollicitent pour bien évaluer leurs demandes, préciser bien cette demande pour qu'on réponde au mieux et qu'on ajuste nos interventions. Alors, qui peut donc contacter? En gros, c'est toute personne qui est confrontée à un enfant palliatif, que ce soit des équipes référentes, que ce soit un autre intervenant. Donc, je parlais tout à l'heure des enseignants, par exemple. En oncologie, ça nous arrive très souvent d'aller rencontrer les camarades de classe qui sont avec un enfant. Alors, l'enfant est présent ou pas en fonction de sa demande. On s'ajuste toujours en amont avec lui et avec sa famille pour savoir ce qu'il veut bien dire, jusqu'où il veut bien aller. Et on répond aux camarades. Et ça, c'est des interventions, alors je vais vous parler après de notre équipe, mais qui se font toujours en binôme, comme la plupart de nos interventions. Et on ajuste à savoir si c'est un binôme médecin-infirmier, infirmier-psychologue, médecin-psychologue ou la sage-femme qui interviennent en fonction des demandes. Voilà, donc on est en lien avec toutes ces structures. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu notre équipe. Donc on est donc il y a 2 médecins, 2 pédiatres, 2 infirmières, 1 sage-femme, 2 psychologues, il y en a un dans la salle, qui partage son temps avec la HAD de la Croix-Saint-Simon, et on est 2 chargés de mission. Alors, au niveau de la prise en charge de l'entourage, nous, on se concentre beaucoup sur la famille, donc les fratries et les parents.
Parce que comme je vous le disais, les accompagnements, ils peuvent durer pendant des mois pour certaines pathologies. Et donc, en fait, les familles, elles s'épuisent. Elles n'ont plus la force et plus l'énergie de faire des projets. Donc, elles sont vraiment très concentrées sur l'accompagnement au jour le jour de leur enfant. Ces accompagnements, en plus, ils bougent, ils varient d'un jour sur l'autre, ça peut changer. Donc, nous, on s'est concentré sur le besoin de répit, le besoin de souffler, le besoin de se poser de ces familles en les accompagnant. Et donc, on a créé des séjours familiaux de répit. On emmène pendant 5 jours 4 familles en Bretagne. Alors, on les a fait à plein d'endroits. On est partis à la montagne, en Normandie. Maintenant, on les fait toutes en Bretagne. Donc, on emmène 4 familles en même temps. Donc, c'est vraiment les parents, l'enfant en soins palliatifs et sa fratrie, tous ensemble. Donc, bien sûr, ils sont toujours validés par le médecin référent de l'enfant en amont. On ne va jamais proposer à une famille avant de s'assurer que l'enfant, que le séjour est validé par le médecin référent. Le médecin va nous remplir d'ailleurs tout un dossier médical pour partir. Donc, on est en lien avec les médecins référents, on est en lien avec le CHU de Rennes, qui est le plus proche, et puis un hôpital de proximité qui est tout à côté du lieu où on fait nos séjours, pour qu'en cas de, si jamais il y avait un enfant qui devait s'aggraver, qui devait être hospitalisé, le dossier médical, tout le monde l'est, et que cet enfant soit au mieux pris en charge. Et on est en lien avec l'équipe ressources de soins palliatifs de Bretagne, qui est basée à Rennes, parce que des équipes comme la nôtre, il y en a une dans chaque région de France. Voilà, donc on fait 8 séjours à peu près dans l'année. C'est des séjours qui sont en fonction de la pathologie de l'enfant. Parce qu'on trouve qu'entre les parents et entre les fratries, c'est très important tous les échanges qu'il y a entre eux. Par exemple, dans le polyhandicap, on voit que les parents, très souvent, s'échangent des tas de trucs et astuces, que ce soit dans le positionnement de l'enfant, les ressources, aussi bien des associations qui vont nous solliciter, mobiliser. Donc, on fait 3 séjours pour des familles dont l'enfant est suivi en oncohématologie, 3 en neurologie, 1 en cardiologie et 1 pour toutes les maladies digestives. Donc, on les fait depuis 2012 et on a accompagné à peu près 270 familles. Alors, nos séjours, les familles, elles partent très encadrées. Tout ça, c'est bien organisé. Donc, il y a une coordinatrice du séjour qui est recrutée. Il y a toujours un psychologue, 2 animateurs pour encadrer les activités et les fratries. Et puis, il y a 1 ou 2 infirmières. Ça dépend de la quantité de soins que les enfants nécessitent. C'est vrai que dans le polyhandicap, il y a souvent 2 infirmières parce que les enfants ont plus de soins. Et on s'aperçoit souvent qu'en début de séjour, les familles qui partent nous disent non, mais nous, on va continuer à faire. On va tout faire pendant le séjour. Et puis, au fur et à mesure des 5 jours, le dernier jour, en fait, les parents ont tout lâché. Les infirmières et les animateurs qui font tous les gestes, les toilettes et tous les soins. Mais il leur faut du temps pour se connaître et puis faire confiance à l'autre. Au niveau des activités, il y a toujours des activités qui sont organisées. Donc, il y a un centre équestre qui est juste à côté. Tous nos enfants en soins palliatifs, quelle que soit leur pathologie, sont tous montés à cheval. Au début, les médecins référents ont évidemment bien de grands yeux. Ils ont dit, mais c'est complètement fou, mais ça s'est toujours très bien passé. Alors évidemment, ce n'est pas des chevaux de course, hein. Ça sur des chevaux dans un manège. Voilà. Et les parents montent très souvent à cheval aussi. Voilà. Donc c'est un grand moment de partage. Et on passe, sauf quand il ne fait pas beau, mais toujours une journée au bord de la mer. Ici présent, une personne qui a animé plusieurs fois des séjours. Je ne sais plus si c'était parti 1 fois ou 2 fois. 2 fois. Voilà. Donc Antoine vous témoigner d'un séjour. Voilà. Sur le site, il y a des animaux, donc c'est vrai que les enfants aiment bien aller voir les moutons et voilà, tout ça. Et puis pour les parents, il y a aussi une réflexologue qui vient. Voilà, donc c'est un temps bien-être aussi pour les parents. Et puis il y a des parents qui ont pu bénéficier de laisser leurs enfants et de se faire un restaurant en couple, ce qu'ils n'avaient jamais fait, ou fait il y a des années. Donc voilà, c'est vraiment des temps de parenthèse. Ce sont des séjours qui sont complètement gratuits pour les familles. Et ça, on y tient beaucoup. Donc, tous les ans, on mobilise beaucoup de fondations parce que c'est des séjours qui sont coûteux. Parce qu'un séjour coûte à peu près 18 000 €, mais ils sont gratuits pour les familles. Mais ça comprend les salaires, l'hébergement, les transports, voilà, les activités, tout ça. Voilà, donc tous ces séjours, ils permettent aux familles de remplir leur mal à souvenir.
de partager des temps ensemble, de s'échanger donc plein de choses, et puis de dormir, parce qu'ils savent que dans la chambre d'à côté, il y a soit une infirmière, soit quelqu'un d'autre qui peut surveiller leur enfant et qui sera là en cas de besoin. Et puis les fratries, ça leur permet de profiter de temps avec leurs parents ou de profiter d'autres enfants et des activités qui leur sont dédiées. On a toujours des retours très positifs de parents. Donc on continue à les faire. Alors ces séjours, ils paraissent super, mais ils ont des limites également. Ils ont des limites parce qu'on en fait donc 8 dans l'année. On permet à chaque famille de partir une seule fois, parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc on ne peut pas leur proposer 2 fois, malgré le bien que ça leur fait. Les séjours, ils sont loin, parce que la Bretagne, c'est loin. Pour certains enfants qui sont très fragiles, ils ne peuvent pas y aller. Et puis, ils ont des dates fixes. Donc, en fonction de certains traitements, malheureusement, les dates, par exemple, l'enfant va avoir une chimio ou va avoir une radiothérapie et ne pourra pas y aller. Donc, nos séjours, on les continue, mais on s'est rapproché d'autres structures. On a un autre projet dont je vais vous parler maintenant, dont Françoise a un tout petit peu parlé, c'est de créer donc, une maison de répit en Île-de-France. Donc ça, on est 4 structures à porter sur ce projet. C'est tout d'abord la Fondation France Répit qui a créé à Lyon la première maison de répit qui est ouverte depuis 2018. La PHP, avec tout spécialement le service de la pneumologie de la Pitié-Salpêtrière pour toutes les personnes en insuffisance respiratoire. Donc, Palipède, nous, on est plus sur la pédiatrie. Et puis la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, qui gère déjà beaucoup d'établissements médico-sociaux et qui portera l'autorisation médico-sociale. Dans ce projet, il y a 2 grands axes. Il y a tout d'abord une équipe mobile de répit qui va en amont du coup rencontrer les familles. Ce sera vraiment la porte d'entrée du dispositif pour évaluer le besoin de répit des familles, pour voir si ce besoin de répit, c'est effectivement du baluchonnage, comme ce que vous venez de proposer, du relayage à domicile, etc. Ou si, en fonction de leur demande, leur besoin de répit correspondra vraiment à un séjour dans la maison de répit. Voilà, donc c'est ça. Et puis, ils analysent et ils s'accompagnent également pour que le retour à domicile, on ne retombe pas dans la situation initiale et qu'on mette en place des choses qui vont permettre que la famille de retour d'un séjour de répit ne s'épuise pas instantanément. Il y a tout l'étayage et c'est effectivement de les aider à reprendre pied. Donc, la maison de répit en elle-même, elle va avoir 24 places. Il y aura 8 places pour des enfants, 8 places adultes, 8 places pour les personnes âgées et une quinzaine de places pour les aidants. Parce que ce qui va être très important, c'est de pouvoir accueillir soit que l'aidant, soit la diade aidant-aidé, soit que la personne aidée, en fonction des besoins. C'est vrai qu'en pédiatrie, on sera quand même très attaché à ce qu'au moins le premier séjour, toujours au moins un des parents qui soit là pour faire connaissance, pour qu'ils aient confiance et que le séjour d'après, si ça correspond à leurs besoins, ils laissent leur enfant tout seul. Donc, chaque personne, chaque patient aura un créditant de 30 jours dans l'année, ce qui permettra de faire des séjours fractionnés et d'avoir plus de temps de répit dans l'année. De pouvoir, rien que souvent de savoir qu'un séjour va se programmer et qu'il y a cette possibilité, ça crée déjà du répit. Ça permet d'avoir une perspective et de ne pas s'épuiser complètement. Donc, ce que je vous disais, ça permet d'accueillir soit la personne aidée, soit la diade, soit le proche aidant tout seul, quand par exemple le patient sera hospitalisé pendant une opération. On veut que cette maison elle soit comme à la maison, que les personnes s'y sentent bien, se sentent un peu comme chez eux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, par exemple, il n'y aura pas de marquage institutionnel. Les soignants ne seront pas en blouse, par exemple. Voilà, il y aura des espaces de vie communes. La salle à manger, par exemple. Alors, ce ne sera pas une très grande salle à manger. Tout le monde va déjeuner sur des grandes tables. Il y aura des petits îlots pour que ça soit cosy, que ça soit un esprit comme à la maison. Il y a des espaces, et puis il y a des appartements et des chambres individuelles. Soit c'est des chambres seules, soit des chambres doubles, et puis des petits appartements, ce qui permettra de moduler en fonction du nombre de personnes et de la cellule familiale à elle-même. Voilà, donc c'est un lieu qui sera propice aux échanges, au ressourcement, il y aura beaucoup de bien-être. Et puis, bien sûr, un accompagnement aussi par des assistantes sociales qui pourront aider les personnes à monter des dossiers à la mise en place.
Donc, au niveau du profil des personnes accueillies, ça sera donc les proches aidants, les patients atteints de maladies graves, chroniques, évolutives et ou menaçant leur vie. Ça sera toutes les personnes également, la possibilité donc d'accueillir des personnes en insuffisance respiratoire grave et ventilées à domicile. Donc, venir dans la maison pour avoir des séjours de répit. Toutes les personnes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d'autonomie, sans limite d'âge ni de situation de santé, excepté les troubles de comportement sévères, parce qu'effectivement, il faut avoir des professionnels très particuliers et formés à ça. Et puis, il faut que ça soit du répit pour tout le monde. Et si les personnes qui viennent ont des troubles très sévères du comportement, ça ne sera pas du répit pour les autres personnes et les autres familles qui sont présentes ce jour-là. Au niveau des professionnels qui seront dans ce projet, donc il y aura à peu près 4 équivalents temps plein pour l'équipe mobile et puis à peu près 42 équivalents temps plein dans la maison de répit. Et on compte beaucoup sur des bénévoles et également des bénévoles d'accompagnement pour venir tous les jours. C'est aussi comme ça que ça fonctionne à Lyon et c'est une vraie richesse, un vrai appui, que ce soit pour le bien-être, la cuisine, la lecture, de la présence au quotidien, aussi bien les week-ends, les jours fériés, tous les jours. Et puis des bénévoles éventuellement de structure pour, par exemple, entretenir le jardin. Donc tout ça, tous les bénévoles ils vont être réunis dans une association comme à Lyon. Ça sera effectivement une antenne de l'association Jeanne Claire. Voilà. Au niveau du lieu, donc la maison de répit, elle ouvrira à Boulogne-Billancourt, dans un terrain très grand, très bien situé, très au calme. C'est la première chose qui nous a tous frappé quand on a visité le lieu, c'est très calme, en plein Boulogne. Voilà, c'est un lieu qui appartient au conseil départemental, avec un bail amphithéotique. Au niveau du financement, donc tout ce qui est du financement d'investissement, il est porté par la Fondation France Répit. Et il est quasiment pas bouclé, mais sur les 9 millions, il y a 7 millions qui sont déjà réunis, que ce soit par les porteurs institutionnels, que ce soit la région, le département, la mairie de Boulogne, qui financent l'investissement, des fondations et des entreprises. Et puis, il reste une partie de l'emprunt. Et au niveau du budget de fonctionnement, c'est l'ARS. On a répondu à un appel à projet. Voilà. Au niveau des dates, on espère pouvoir déposer le permis de construire le mois prochain et puis une ouverture sans doute premier semestre 2026. Alors, il y aura un reste à charge de 20 euros. Par jour? Oui, par jour. Et par personne? Oui. Sur les 42 ETP, c'est-à-dire quel type de professionnel? C'est très large, hein. Il y a beaucoup d'infirmières, aides-soignantes, ça c'est le gros panel. Et puis après, il y aura médecins, mais qui sera partagé entre l'équipe mobile et la maison de répit. Il y aura assistante sociale, il y aura des maîtresses de maison, personnes pour tout ce qui est entretien. Et pour la porte d'entrée, du coup, ce sera Pactel, ce sera l'équipe mobile de répit? Non, c'est vraiment l'équipe mobile de répit. Question sur les critères là, de personnes accueillies, puisqu'il y a 3 profils possibles. Les critères, c'est pour chaque catégorie. Enfin, Par âge? Non, mais pour les 8 places pour les pédiatries, 8 places personnes âgées, 8 places aidantes, c'est ça. Chacun aura ses critères, entre guillemets, de sélection. Ça sera un peu les mêmes. Ça sera le critère vraiment d'admission dans la maison, c'est l'épuisement des aidants. Donc l'équipe mobile de répit va évaluer l'épuisement des aidants et en fonction, ils diront voilà, c'est un répit qui a besoin de trouver vite de la place et c'est un séjour urgent ou semi-urgent. Il y a un crédit de temps de 30 jours et en fonction du besoin, soit ils vont faire un séjour très long, soit ils vont fractionner et au contraire faire, je ne sais pas, 4 ou 5 séjours dans l'année. Et comment l'équipe mobile est appelée sur la situation? L'équipe mobile, ça sera par tout le monde. Donc, tous les acteurs d'Île-de-France, c'est pour ça qu'on commence à vous présenter le projet, c'est que plus les acteurs vont connaître le projet, c'est vous, tous, qui pouvez appeler, c'est les services hospitaliers. Et ça peut être directement les familles. Les critères d'appel, c'est quoi? Mais c'est tous ceux qui accompagnent.
les autres soins palliatifs, par exemple? C'est vraiment l'histoire de l'aidant? Ah oui, c'est l'aidant. Oui, oui. D'accord. Le critère, en fait, c'est que la personne doit être en soins palliatifs. Là, Non. Non, vraiment, le critère, c'est l'épuisement des aidants. Mais lié à une personne en soins palliatifs. Non, Non, en situation de handicap. non, quelqu'un qui accompagne, je ne sais pas quel comme exemple, pas forcément du soin palliatif. Nous, effectivement, l'équipe ressources Palipède, on est sur le soin palliatif, mais le projet de la maison de répit, ce n'est pas le soin palliatif. C'est toute pathologie. C'est une pathologie chronique. Oui. Après, les psychologues disaient en fait que c'est sur une évaluation pour ne pas en fait réintégrer le patient chez lui dans les mêmes conditions préalables, c'est ça? Donc ça veut dire qu'effectivement, là, il y a une mise en place qui va prendre du temps. Oui. Aussi. Et forcément, tout prend du temps. L'accompagnement d'une personne qui est épuisée et qui accompagne la personne depuis des mois ou des années, c'est sûr que pour l'aider, ça prend du temps. Pour les personnes qui ont par exemple déjà fait un premier séjour, pour le risque crédit, par exemple, qu'ils ont, est-ce que ça suppose à chaque fois une nouvelle, un nouveau déplacement de l'équipe? Donc l'équipe mobile se déplacera sur toute l'île de France. C'est comme ça qu'il fonctionne à Lyon. On n'est pas sûr que, vu le territoire de l'île de France, nous pourrons rencontrer physiquement toutes les personnes. Et peut-être qu'ils s'appuieront justement sur des équipes comme Palipède pour aller les rencontrer, leur faire un retour. D'accord. Dans le budget, on ne peut pas recruter plus de 4 personnes. Ah oui, parce que oui. N'oublie pas, effectivement, ils peuvent vite voir qu'une personne dans une journée. L'intérêt peut-être que c'est l'intérêt peut-être que l'équipe mobile effectivement soit en réseau aussi avec les DAG, les équipes. Ah mais bien sûr, on va fonctionner effectivement avec tous les acteurs qui sont déjà présents en Île-de-France. C'est un peu le complément là, de question. Est-ce que vous allez pouvoir avoir des possibilités de faire accélérer les dossiers, notamment, je pense, au niveau social, par exemple, parce que quand on sait qu'on est dans l'urgence parce que l'aidant est épuisé, mais finalement, rien n'a été initié au départ, c'est souvent le problème de l'HAD, c'est qu'on prend en charge des patients et finalement, on se retrouve face à des aidants qui, dans les jours qui suivent, sont épuisés parce que rien n'est mis en place. Je ne pense pas que nos assistantes sociales auront un passe-droit pour adhérer à chaque. En tout cas, sinon, on peut réfléchir ensemble. Voilà. Je pense qu'on ne pourra pas faire de miracle. Les SPH, c'est... Ouais, ça, on pourra aider à monter les dossiers, mais on ne pourra pas les accélérer. Et là, le financement ARS, il est pérenne ou il est... Alors, c'est un statut expérimental sur 5 ans, renouvelable une fois. D'accord. Ça laisse le temps de réfléchir à d'autres modes de financement d'ici une dizaine d'années, quoi. Et on a encore un complément du budget de fonctionnement à trouver. D'accord. On va préciser que l'équipe mobile de répit, elle ne va pas travailler une seule comme ça. C'est vraiment un maillage avec les équipes mobiles de soins palliatifs territoriales, avec les DAC, avec l'ensemble des ressources. Avec oui, parce que oui, du monde dormir, c'est ça. Désolée. Et l'association dédiée, c'est qui? C'est l'association Jeanne Cœur, qui est celle qui porte déjà tous les bénévoles de Lyon et qui aura une antenne sur la région. C'est l'association qui est dans la maison répit de Lyon, qui a été créée. Voilà. L'équipe de Lyon, d'accord. Et il va falloir qu'ils trouvent des bénévoles à Paris. Voilà. On revient. Du coup, l'équipe mobile de répit, l'idée, c'est que l'équipe mobile de répit soit créée 1 an avant l'ouverture de la maison de répit pour justement faire le maillage sur toute l'île de France, faire connaître le projet. Effectivement, il y a des adaptages assez rapides de tout le monde et puis recruter les bénévoles. Il y aura une responsable des bénévoles, effectivement, pour et c'est des bénévoles la formation. Qui auront des missions, pas que d'accompagnement, en fait. Ça peut être de structure, s'il y a des bénévoles qui préfèrent s'occuper d'activités du jardin ou d'autres choses. Un peu comme sur les modèles anglo-saxons, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça peut peut-être intéresser des bénévoles classiques. On ne sera pas défoncé, effectivement. Et un petit conseil hôtelier, c'est vrai qu'il faut monter l'équipe et j'allais dire s'occuper de la commercialisation, entre guillemets, 1 an à l'avance. Oui.
C'est pour ça qu'on veut l'ouvrir un droit de diplôme. Vous pouvez passer c'est des quotas fixes ou alors vous évaluerez si tout à coup il y a 10 personnes âgées qui doivent venir, il n'y a que 7 enfants. Vous pouvez il y a un c'est secteur. pas des lignes budgétaires fixes comme on a un peu partout. Après, géographiquement, dans la maison, il y aura un secteur pédiatrique assez identifié avec des salles de jeu, par exemple. Et normalement, les adultes et les personnes âgées seront dans une autre partie. Mais après, on verra aussi en fonction des besoins et des demandes à ce moment-là. Et chez les enfants que vous accueillez, c'est possible, il y a 10 parents-enfants, mais il y a la possibilité d'avoir aussi un autre frère ou sœur. Oui, parce qu'il y a des petits appartements. Oui. Et les appartements, ils seront potentiellement plus sur la pédiatrie ou ils doivent être. Il y aura des appartements à chaque endroit. D'accord. En tout cas, déjà, je tenais à remercier vraiment très sincèrement chacune des intervenantes. Un grand merci pour vos expériences partagées, pour ces projets. Ça peut donner aussi plein d'idées sur des choses qu'on peut inventer, adapter pour pouvoir accompagner au mieux l'aidant, le patient malade ou en situation de vulnérabilité en tout cas. Juste, alors, on l'avait déjà, je crois, Béatrice, évoqué peut-être en février dernier, mais voilà, je tenais à rappeler aussi, normalement, le Centre national de soins palliatifs et de la fin de vie va éditer un guide à l'attention des aidants. Alors, c'est un gros guide qui va faire une soixantaine de pages. Ils ont pris un peu de retard parce que, à force de relire les documents, de recorriger, voilà, il y a un petit retard, mais normalement, il devrait être édité fin juin. Donc, de toute façon, la campagne viendra au courant. Et puis, il y a une étude pilote qu'on a fait aussi à l'HAD, justement, sur la diade patient aidant, les stratégies d'ajustement et la qualité de vie. On le mettra aussi sur le site de la campagne, comme ça, il y avoir d'autres études, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les aidants. Comme ça, vous pouvez en trouver. Un grand merci pour votre participation et puis bonne fin de journée. Au revoir.